20 dernières années. Où en sommes-nous, et en particulier où en est la situation du statut juridique de la langue berbère dans les deux principaux pays concernés, et quel sens peut-on donner, quelle signification peut-on donner aux évolutions qu'on peut constater depuis 20 ans. Comme vous le savez, en Algérie et au Maroc, depuis 90, les évolutions sont importantes, il ne faut pas le nier. Elles sont importantes, elles présentent des éléments de convergence importants entre les deux pays. Il y a aussi des différences sensibles. En tout cas, je crois qu'il faut commencer par dire que depuis 90, progressivement, par petites touches, on est passé dans les deux pays d'une situation d'occultation, de rejet très très fort, de rejet même d'exclusion dans un pays comme l'Algérie, d'une tolérance très marginale dans un pays comme le Maroc, à une situation, au fond, de reconnaissance, y compris dans le champ du droit, dans le champ juridique, puisque, comme vous le savez, les deux constitutions, la constitution algérienne depuis 2002, depuis mai 2002, et la constitution marocaine depuis l'an dernier, depuis le 1er juillet de l'année dernière, ont intégré, intégré le berbère dans leur texte. Alors il faut peut-être préciser que cette évolution n'était pas prévisible. Elle n'était pas prévisible, comme beaucoup d'évolutions des 30, des 40 dernières années. Je dirais, quand on prend en considération la longue durée et quand on regarde le contexte idéologique et politique de l'Afrique du Nord, il n'était pas évident que ces évolutions, de telles évolutions vers la reconnaissance constitutionnelle du berbère se produisent. Le contexte était, comme vous le savez, sans entrer dans les détails, extrêmement défavorable, extrêmement hostile aux berbères et à tout ce qui était berbère et à tout ce qui était diversité en réalité, dans la mesure où les États-nations algériens et marocains se sont construits en référence exclusive à une identité arabe et musulmane. C'est tout à fait clair, avec des nuances entre les deux pays, mais enfin, on peut dire que depuis les années 20-30, les États-nations projetés se référaient à une identité arabe et musulmane. Et nous savons bien qu'aux indépendances, après 56 au Maroc et après 62 en Algérie, c'est vraiment ce programme du nationalisme arabe et islamique qui a été mis en œuvre à travers les politiques d'arabisation, etc., et à travers le rejet quasi total du berbère. Donc les évolutions que l'on constate depuis une vingtaine d'années sont, pour une certaine part, surprenantes et étonnantes parce qu'elles n'étaient pas prévisibles dans ce contexte. On s'interrogera évidemment sur les raisons de ces évolutions. Essayer de comprendre d'où elles viennent et pourquoi. Les causes sont multiples, bien entendu. En tout cas, si on doit rappeler très rapidement, on est passé à partir de 90 très progressivement d'une situation de rejet, d'hostilité ouverte à la réalité berbère, particulièrement marquée en Algérie, plus soft, plus doux, plus enrobé au Maroc, à une situation donc de reconnaissance constitutionnelle à travers une série d'étapes que je ne rappellerai pas. Bon, j'ai tiré un petit papier qui le rappelle, mais ça a commencé en 90 avec la création des deux départements universitaires de langue et culture à Mazir, à Tizi Ouzou, puis à Bougie. Ça, en 95 avec la création du HCA et les premières expériences d'enseignement facultatif en Algérie, au Maroc en 94 avec le discours du roi Hassan II par lequel il se déclarait favorable à l'enseignement des dialectes berbères,
Ensuite, en 2001 et 2002, la création de l'IRCAM, l'Institut Royal pour la Culture Amazigh au Maroc. Et pour aboutir aux données constitutionnelles auxquelles je faisais allusion, qui sont peut-être le repère le plus important, le mai 2002, en Algérie, la reconnaissance dans la constitution algérienne de Tamazight comme langue nationale, comme seconde langue nationale, et au Maroc, la reconnaissance par la constitution du 1er juillet 2011, donc il est indien, juste l'an dernier, de l'amazigh comme seconde langue officielle du pays. Donc 2002, Algérie, Tamazight, langue nationale, seconde langue nationale, l'arabe restant langue officielle et nationale. Et au Maroc, juillet 2011, l'arabe reste langue officielle, bien entendu, et l'amazigh, puisque la terminologie n'est pas tout à fait la même, la constitution algérienne parle de Tamazight, la constitution marocaine de l'amazigh, dans la traduction française. Donc, seconde langue officielle. Donc, au niveau du droit, des choses des évolutions tout à fait considérables. Alors, quand on regarde le calendrier, ce que ça intéresse, c'est tout à fait intéressant. On a l'impression que depuis 90, on dirait en Kabyle, bon, au départ, ça a été vraiment l'Algérie, 90, 91, 95, la constitution de 96, 2002, etc. Et là, d'un seul coup, le Maroc était toujours un petit peu en arrière quelques années après. Les initiatives marocaines suivaient de quelques années celles de l'Algérie. Et puis d'un seul coup, là en 2011, le Maroc a fait une grande enjambée en reconnaissant le statut de langue officielle et en distançant l'Algérie. Donc il y a là, je crois, on y reviendra, mais il est évident qu'il y a une émulation implicite entre les deux pays, qui peut être intéressante d'ailleurs pour les intérêts du berbère. Alors, évidemment, donc, une évolution parallèle avec un léger décalage chronologique entre les deux pays, qui aboutit donc à cette reconnaissance constitutionnelle. Alors, il y a des éléments de convergence entre les deux pays assez importants, et puis il y a des éléments de divergence qui sont tout à fait intéressants à interroger. Alors, les éléments de convergence qu'il faut relever les plus importants. Bon, les plus importants, il y a beaucoup de choses, de détails qui mériteraient d'être étudiés de près, mais enfin, on va se focaliser sur les choses lourdes. Cette reconnaissance constitutionnelle dans les deux pays, quand on regarde les choses de très près, à la fois le discours qui les accompagne et le texte même de cette reconnaissance, le texte constitutionnel, eh bien, il apparaît assez nettement qu'il s'agit quand même, dans le cas de l'Algérie, d'une reconnaissance, disons, qui met le berbère Tamazight en situation subalterne par rapport à l'arabe. C'est extrêmement net pour ce qui est dans le cas de l'Algérie, puisque Tamazight n'est que langue nationale, alors que l'arabe reste langue officielle et nationale, donc une position nettement inférieure. Alors que, et au Maroc, alors il est vrai que la reconnaissance constitutionnelle de l'an dernier au Maroc paraît, je dirais, une avancée beaucoup plus marquée, puisque c'est la notion de langue officielle, c'est-à-dire langue de l'État, langue des institutions de l'État, qui est introduite dans la Constitution, mais quand on regarde de beaucoup plus près les conditions, le texte précis de la Constitution marocaine, on s'aperçoit quand même qu'il s'agit d'une reconnaissance qu'il met l'amazigh, comme dit la Constitution marocaine, dans une position seconde. Peut-être pas nécessairement subalterne, mais ce qu'aide
Zdefir, c'est-à-dire qu'elle vient après. C'est assez net puisque la constitution marocaine dit expressément l'arabe est la langue officielle de l'État, et on rajoute après une mention pareillement, de même, l'amazigh est également langue officielle, c'est-à-dire qu'il vient quand même dans une seconde position et non pas dans une affirmation d'égalité de même niveau, comme on aurait pu s'y attendre s'il s'était agi d'une reconnaissance de co-officialité à un niveau d'égalité. Il s'agit vraiment d'une formulation qui fait venir le berbère après, et surtout le texte de la Constitution, quand on le regarde de très près, précise bien, je dois l'avoir sous les yeux là, précise bien, si vous voulez, une chose tout à fait importante. Donc l'article 5 nous dit l'arabe, donc au Maroc, demeure la langue officielle de l'État. L'État œuvre à la protection et au développement de la langue arabe ainsi qu'à la promotion de son utilisation. Point. De même, donc Tsimerna, c'est un rajout, de même, l'amazigh constitue une langue officielle de l'État. Une langue officielle, d'ailleurs, l'usage, il faudrait regarder dans le texte arabe exactement, l'usage des articles peut être important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit, donc, l'amazigh constitue une langue officielle de l'État en tant que patrimoine commun à tous les Marocains, sans exception. Et on précise, une loi organique, c'est-à-dire une loi qui précisera ce texte constitutionnel ultérieurement, définit le processus de mise en œuvre du caractère officiel de cette langue, ainsi que les modalités de son intégration dans l'enseignement et dans les domaines prioritaires de la vie publique, etc. C'est-à-dire que quand on regarde les deux textes constitutionnels, il y a bien une avancée, une reconnaissance, une apparition du berbère qui était totalement absent depuis les indépendances dans les textes constitutionnels, mais dans le cas de l'Algérie, dans une position nettement subalterne, puisque c'est simplement langue nationale, et au Maroc, certes, comme langue officielle, mais clairement en seconde position, et avec la précision que une loi ultérieure, une loi organique ultérieure, précisera les conditions de cette officialité. C'est-à-dire qu'on introduit d'emblée, dans le cas marocain, dans le cas algérien, on le met nettement en dessous, disons en seconde position, et avec un statut mal défini de langue nationale, autant la notion de langue officielle est claire, on sait ce que ça veut dire, c'est la langue de l'État et donc la langue d'expression de l'État et de toutes ses institutions. Autant la notion de langue nationale est beaucoup moins évidente, on va y revenir. Alors qu'au Maroc, bien qu'on reconnaisse le statut de langue officielle, on nous précise, donc c'est quand même dans un second temps et après, l'arabe demeure la langue officielle et on rajoute une seconde langue officielle dont on définira les conditions exactes d'officialisation. C'est-à-dire qu'on introduit dès le texte constitutionnel, au fond, des réserves, de possibles réserves, de possibles limitations à cette officialité. Au fond, si on résume la situation marocaine, cette avancée constitutionnelle, je dirais qu'il y a, ça rappellera des souvenirs aux Algériens, ça nous rappelle un peu la situation de la période coloniale française, il y a une langue officielle de plein exercice, l'arabe, et une langue officielle possible, potentielle, dont la position reste à définir, qui est le berbère. Il y a donc une langue officielle de plein exercice et une langue officielle pour laquelle on verra ultérieurement exactement que signifie cette officialité. Donc une façon, au fond, indiscutablement les textes constitutionnels algériens et marocains sont une avancée par rapport à l'absence absolue
dans les textes antérieurs. Le Tamazigh était totalement absent des constitutions algériennes et marocaines depuis les indépendances, et là, il apparaît. C'est donc indiscutablement un pas de reconnaissance importante, ou même symbolique, mais importante, mais de toute façon dans une situation un petit peu seconde, clairement seconde en Algérie, et prudente au Maroc. On verra, disons, ce que les lois ultérieures diront. Mais moi, je me méfie beaucoup de ce type de formulations qui, par définition, sont des formulations très dangereuses, puisqu'elles donnent à l'État les moyens, au fond, de réduire à peu de choses l'officialité qu'on reconnaît. Ça nous rappelle un petit peu, je cite souvent cet exemple, c'est les régimes autoritaires ou les situations d'exception utilisent beaucoup ce type d'artifice juridique. On affirme un droit et en même temps, dans la Constitution qui l'affirme, on va dire oui, mais la loi définira ultérieurement les conditions précises d'exercice de ce droit. C'est-à-dire qu'on se donne les moyens, éventuellement, de limiter ou de réduire à pas grand-chose. Ça nous rappelle par exemple l'ancienne constitution algérienne d'avant 89 qui reconnaissait le droit d'association, mais qui disait en même temps immédiatement ce droit d'association s'exerce dans le cadre des règlements, textes et lois existants. Or ces textes prévoyaient que ce qu'on appelle le régime de l'agrément préalable est l'égide obligatoire du FLN parti unique. C'est-à-dire autant dire que le texte constitutionnel affirmait quelque chose qui de fait était déjà d'emblée annihilé, réduit à néant dès le départ. Puisque vous dites vous avez le droit d'association, mais attention, ça s'applique dans le cadre des textes. Et les textes existants au fond, donner la haute main à l'administration et à l'État pour vous autoriser ou non, ce qui fait qu'il n'a jamais existé en Algérie d'association culturelle berbère jusqu'en 89, jusqu'à la Constitution de 89. Ça permettait à l'État, il fallait être sous l'égide du FLN pour être autorisé à créer une association, et en même temps, on était soumis à la notion d'agrément préalable, c'est-à-dire que vous n'existez pas par le simple fait de vous réunir et de déposer, d'adopter des statuts, il faut d'abord être autorisé avant d'exister. C'est une situation très différente, par exemple, de pays démocratiques comme en France, où le droit d'association est absolu. La déclaration que vous faites à la préfecture n'est qu'une déclaration. Vous existez du simple fait que vous vous êtes constitué en association. On ne vous autorise pas. On vous donne un récépissé de dépôt. C'est totalement différent sur le plan juridique. Donc, oui, je prends cette anecdote un peu ancienne, mais en fait, pour bien montrer combien ces textes, les textes constitutionnels peuvent dire des tas de choses, éventuellement très positives, les réalités. Au fond, si je reprends je développe ce thème, ce cas du droit d'association dans l'ancienne constitution algérienne d'avant 89, ça veut dire que les textes et règlements existants réduisent d'emblée, dès le départ, à néant le texte constitutionnel, puisqu'au fond, ils inversent la hiérarchie des choses, puisque la loi, les textes existants, au fond, réduisent à rien l'affirmation constitutionnelle. Donc, c'est une avancée symbolique indiscutable, c'est une avancée avec quand même des réserves très nettes en Algérie, des réserves au moins potentielles au Maroc. Il faudra voir comment ce texte constitutionnel dans le détail sera mis en place. Autre élément, donc une position de reconnaissance, mais une reconnaissance donc nettement subalterne en Algérie et nettement seconde et, je dirais, à définir dans le cas du Maroc. Un autre élément très intéressant qui va nous ramener d'ailleurs un peu à la France, dans cette reconnaissance commun aux deux pays, très très nette, c'est ce point que je lisais de la constitution marocaine qui dit le berbère tamazigh, donc l'amazigh est langue officielle en tant que
patrimoine commun à tous les Marocains, sans exception. C'est exactement la même formulation et la même explicitation qui a été utilisée en Algérie, dès 1995, dès la création du HTA, qui a été redite à plusieurs reprises en 2002, en 2003 par le président Bouteflika. Par exemple, des citations tout à fait précises du président Bouteflika qui a dit très clairement, j'essaie de vous retrouver ça, je vais le retrouver, s'il faut citer, quand on cite les gens importants, il vaut mieux citer précisément. Alors, il nous déclarait ça, c'est à Tiaret qu'il a déclaré ça. Bref, est-ce que c'est, excusez-moi, je vais retrouver ça, c'est une petite note très, très petite et m'a vu... Bon, je ne le retrouve pas, mais c'est un discours de Bouteflika à Tiaret qui doit être du 13 octobre 2002 ou 2003, par lequel il déclarait très clairement, mais c'est des thèmes qui avaient été déjà précisément énoncés dès 1995 au moment de la création du décret de mai 1995 créant le Haut Commissariat à la Mazirité. C'est très clairement dit par le Premier ministre, par le président de l'État à l'époque. C'est repris donc en 2002-2003 par Bouteflika, le Tamazir et le patrimoine commun indivis de tous les Algériens. C'est donc le même type de formulation. C'est très important et ça cadre bien la situation. Il est donc très explicite, aussi bien au Maroc qu'en Algérie, qu'il ne s'agit en aucune façon de reconnaître des droits linguistiques à des minorités particulières, à des régions particulières ou à des individus, mais de reconnaître l'Amazigh en tant qu'élément du patrimoine national indivis, commun, de tous les Algériens. Et de tous les Marocains. Dans le cas du Maroc, c'est encore plus net, puisque c'est dans la Constitution, en tant que patrimoine commun de tous les Marocains, sans exception. Et ce discours a été tenu, il n'est pas dans la Constitution algérienne, mais il a été tenu donc en 1995, en 2002-2003, très explicitement par les présidents de la République, les premiers ministres, et dans tous les discours explicitant, par exemple, dès 1995, le décret du 31 mai 1995, sur la portant création du HCA. C'est extrêmement important, et alors, chose amusante, c'est que ça nous ramène exactement à la situation française. Pour ceux qui connaissent un peu, beaucoup d'entre vous, des militants berbères sont souvent proches des militants occitans, bretons et autres. Vous vous souvenez qu'en 98-99, la France a engagé un processus de ratification en vue de la signature et de la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, qui est une convention européenne donc pour la protection des langues minoritaires de l'Europe. Eh bien, la France était et reste l'un des derniers grands pays européens qui n'ait pas ratifié cette charte. L'Allemagne, l'Espagne, bien sûr, l'ont ratifiée, mais la France, non. Et la France ne l'a pas ratifié, bien que le processus ait été engagé en 1999 sous le gouvernement Jospin. Elle n'a pas été ratifiée par le Parlement parce que le Conseil constitutionnel a été saisi et le Conseil constitutionnel français a interdit à considérer que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires était contraire à la Constitution française, et donc que le Parlement français ne peut pas la ratifier. Ce qui est tout à fait intéressant comme situation, mais alors, au moment de ce débat en 1999, le gouvernement français et ses experts, linguistes et sociolinguistes, juristes aussi, en particulier Guy Carcassonne, professeur de droit constitutionnel à Nanterre, ont essayé d'argumenter
et d'expliciter la position du gouvernement, ont explicité la position du gouvernement français. Et elle est très intéressante parce qu'elle nous permet d'éclairer la position algéro-marocaine. Elle dit quoi, cette position du gouvernement français? Il n'est pas question de reconnaître des droits à des régions ou à des minorités particulières. En ratifiant la charte européenne, l'État français décide de reconnaître le patrimoine breton, occitan, basque comme élément indivis du patrimoine culturel national. Point final. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a derrière, alors le cas de la France est intéressant parce que vous avez une production juridique et idéologique très explicite depuis longtemps qui nous permet de mieux comprendre la position algéro-marocaine sur ce terrain. Il y a derrière le principe de l'unité et de l'indivisibilité de la nation. On ne reconnaît pas des minorités linguistiques, on ne reconnaît pas des minorités de quelque nature que ce soit. L'État décide souverainement d'intégrer dans le patrimoine de la nation le patrimoine breton ou occitan, etc., et éventuellement de le promouvoir. Mais on ne vous reconnaît pas en tant que breton des droits particuliers. On est donc, si vous voulez, ce qui est intéressant dans cette explicitation française, c'est qu'elle nous montre très précisément la base même de cette position algéro-marocaine qui renvoie à cette notion fondamentale qui nous vient en Algérie et au Maroc de l'héritage juridique, politique et idéologique français, à savoir l'unité et l'indivisibilité de la nation. Il n'y a pas des Algériens, des Marocains berbérophones et arabophones, il y a des Algériens et des Marocains. Point. Et tous les éléments du patrimoine culturel appartiennent à tout le monde. Donc l'État l'État central est le seul légitime à décider de ce qu'on doit faire pour ces patrimoines. De décider souverainement si on les reconnaît ou pas et dans quelles conditions. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien voir, c'est que contrairement à d'autres traditions juridiques et politiques, par exemple les traditions fédéralistes, eh bien dans cet univers juridique finalement franco-maghrébin, on exclut absolument l'idée de reconnaître des composantes de la nation. C'est d'ailleurs pour ceux qui suivent l'actualité française et qui sont un peu âgés. Vous vous souvenez par exemple qu'il y avait eu un projet de loi organique défendu et d'accord avec les forces politiques corses en 92, je crois, par Joxe, ministre de l'Intérieur, qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce qu'il reconnaissait, ce texte visait à reconnaître l'existence d'un peuple corse au sein de la nation française. Ce sont des choses impossibles du point de vue de cette tradition juridique. Il n'y a que des citoyens libres et égaux, et la nation est une et indivisible. La France n'est pas composée de Corses, de Bretons, etc. Elle est composée de citoyens français, point final. Il n'est donc pas question de reconnaître à quiconque, à quelque région que ce soit, des droits particuliers. C'est la même logique juridique dont vous êtes bien, vous ici vous le savez bien, conscient que c'est une spécificité, c'est un choix, ça n'a rien d'universel. Il suffit de passer les Pyrénées pour voir que vous avez des régions autonomes qui se posent comme nation particulière au sein de l'Espagne, et qui ont des langues particulières. La Constitution de la Généralité de Catalogne, dans son article 2, pose que le catalan est la langue propre de la Catalogne. Point. Donc on est de même, la Suisse ou bien d'autres pays est constituée dans le droit de composantes linguistiques diverses, qui sont reconnues en tant que telles. C'est-à-dire que vous avez des droits linguistiques, soit territoriaux,
soit individuels, qui vous sont reconnus, hein, en particulier le droit de recevoir une éducation dans votre langue, hein, où que vous soyez, bon, etc. Hein. Donc on est, si vous voulez, au fond, dans les deux pays, dans une logique, au fond, unitaire, étatiste, centraliste, et non pas dans la reconnaissance de droits linguistiques. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça touche évidemment très directement à cette notion d'indivisibilité de la nation. Hein, la nation n'est pas composée d'entités particulières, elle est composée, elle est homogène. Hein, et donc, on est obligé, si on reste sur cette position-là, quand on adopte cette approche, on ne peut pas faire autrement que de dire le berbère est la propriété de tous les Marocains et de tous les Algériens. Hein ? Ce qui est évidemment, qui peut avoir un sens au niveau symbolique, mais qui n'est pas conforme à la réalité. La réalité, c'est que le berbère est je dirais, l'usage est un outil des berbérophones, de même que l'arabe est un outil des arabophones, hein, etc. Parce que ça veut dire aussi, à contrario, que vous soyez berbère ou arabe, l'arabe est votre langue, fait partie de votre patrimoine. Vous n'avez pas le... Hein, ça aussi, c'est ça que ça veut dire. Hein, il faut se lire dans les deux sens. Hein. Et en fait, derrière cette position qui renvoie à cette notion d'unité, d'indivisibilité de la nation, se cache bien entendu en France, comme dans les pays du Maghreb, d'Afrique du Nord, je dirais, le risque de la sécession, tout simplement. Hein. Il est clair que dans les logiques fédéralistes, dans les logiques qui reconnaissent des entités, on admet implicitement peu ou prou, hein, parfois dans la Constitution, parfois de facto, que ces entités peuvent décider de prendre leur... au-delà de leur autonomie, leur indépendance. C'est ce qui risque de se passer en Catalogne. Comme vous le savez, en Catalogne, la majorité du Parlement est favorable à l'organisation, dans un délai assez rapproché, d'un référendum d'autodétermination. Hein. C'est au fond, donc, d'une indépendance possible. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une logique implacable. Hein, à partir du moment où on affirme cette notion d'indivisibilité et d'unité et d'indivisibilité de la nation, il est clair qu'on ne peut pas reconnaître des droits des entités à une partie particulière de la nation parce qu'elle pourrait à ce moment-là, on a potentiellement des lignes de fracture, des lignes de sécession, etc. Hein. Donc là, c'est quelque chose de très très commun et très curieusement, qui fait partie, même si les gens n'en sont pas conscients, hein, même si les décideurs n'en sont pas tout à fait conscients de l'origine, c'est un héritage de la conception unitaire de l'État-nation qui nous vient de la France, hein, c'est tout à fait clair. Hein, ça n'a pas d'autre origine. Hein. Il est, comme je dis souvent, sous forme de boutade, si on avait été colonisé non pas par la France, mais par la Suisse, il n'y aurait pas eu de problème à avoir un État fédéral. Hein. On voit bien que ce ne sont pas des notions universelles qui seraient valables comme ça, c'est lié à l'histoire particulière des peuples, etc. Donc je crois que c'est ces deux éléments qui sont de convergence sont fondamentaux dans ces reconnaissances constitutionnelles algériennes et marocaines. Le caractère subalterne ou second, hein, très nettement en Algérie, moins nettement, enfin potentiellement au Maroc, et ce caractère de patrimoine commun, hein, et non pas de droit des berbérophones à avoir, par exemple, hein, les constitutions algériennes et marocaines ne signifient pas qu'on reconnaisse aux berbérophones le droit d'avoir une éducation complètement en langue berbère, par exemple. Hein, ça n'est pas ça. On dit que le berbère est un élément du patrimoine commun, et c'est en tant que tel qu'on va l'enseigner. Hein. C'est donc, ça ne veut pas dire que vous vous échapperez à l'arabe, par exemple. Hein, donc on voit bien un peu les limites. En même temps, si vous voulez, alors donc des éléments de convergence assez nets entre les deux pays, dans les conditions de la reconnaissance. Hein,
en même temps, bon, il est évident qu'on parlera de la situation concrète, mais il est plus facile d'en parler pour l'Algérie parce qu'on a 15 à 20 ans d'observation. Le Maroc, c'est plus récent. Hein, la Constitution a été modifiée l'an dernier, c'est difficile de porter un jugement. Mais on y reviendra un peu tout à l'heure, en tout cas pour l'Algérie, pour voir combien ce caractère subalterne est confirmé par la réalité. Hein. Donc, il y a bien sûr des éléments de divergence entre les deux pays. Ces éléments de différenciation sont bien sûr celui que je viens d'évoquer, quand même un niveau de reconnaissance qui est différent, hein, simplement langue nationale alors qu'on a déjà langue officielle au Maroc, même si ce n'est pas encore concrétisé, on ne sait pas comment ça sera concrétisé. Mais il y a, je dirais, d'autres différences, bien entendu, d'autres différences qui ne sont pas sans importance entre les deux pays. Bien sûr, la différence principale qui s'impose à l'observateur, c'est d'abord les conditions dans lesquelles ces mouvements de reconnaissance, enfin ces reconnaissances constitutionnelles se sont opérées. Et là, le contexte est vraiment très très différent. Comme vous le savez tous, pour ce qui est de l'Algérie, depuis 1990, tous les éléments, toutes les avancées, tous les éléments de, disons, de reconnaissance progressive qui ont été, que le Berbère a acquis, l'ont été dans des conditions de très forte tension. On peut dire, pour faire simple, vous connaissez pour la plupart d'entre vous très en détail cette histoire, on peut dire qu'à tous les moments de l'évolution vers l'intégration constitutionnelle de 2002, depuis 1990 et même bien avant, l'État algérien a toujours réagi à une pression sociale extrêmement forte. C'est le cas en 1995, pour prendre deux repères tout à fait fondamentaux et qui ont une base juridique, le décret de 1995 créant le HCA, et l'introduction comme langue nationale dans la Constitution, donc en 2002, en mai 2002. Pour nous focaliser sur ces deux exemples-là, il est tout à fait clair qu'à chaque fois, l'État algérien a réagi à une pression extrêmement forte des milieux revendicatifs berbères, essentiellement kabyles. On est dans une réaction à une pression très forte exercée en Kabylie. En 1995, vous savez tous, c'est la réponse politique, la création du HCA et l'ouverture des enseignements facultatifs de Tamazirt en Algérie dans le secondaire sont une réponse à un boycott scolaire qui a duré presque une année scolaire, complète, un boycott scolaire, une grève scolaire presque totale qui a touché toute la Kabylie. Et bien entendu, beaucoup plus tragique, en 2002, la décision de modification constitutionnelle portée par le président Bouteflika fait suite, et la réponse politique au printemps noir de 2001-2002, c'est-à-dire à une situation de tension, d'affrontement extrêmement grave qui a touché toute la Kabylie pendant plus de 2 ans pratiquement, avec des affrontements extrêmement graves et surtout plus de 125 morts, puisque la gendarmerie algérienne a tiré à balles réelles sur les manifestants en Kabylie, entre 125 et 128 morts, et c'est donc une réaction, ça c'est 2001-2002, et mai 2002, on a
cette modification constitutionnelle reconnaissant le berbère comme seconde langue nationale. On est donc à chaque fois, si vous voulez, dans une réaction à une pression sociale extrêmement puissante, extrêmement forte. On est dans un rapport de force, tout simplement, dans une partie de bras de fer dans laquelle le gouvernement fait un certain nombre de gestes ou recule sur sa position. Et c'est d'autant plus intéressant quand on reprend la chose dans le détail que, comme vous le savez, si on prend le cas de 2002 qui est le plus important, puisque c'est 2002 qui introduit Tamazight dans la Constitution, comme vous le savez, le président Bouteflika avait à plusieurs reprises déclaré publiquement, dès fin 98 et plusieurs fois ultérieurement, y compris dans un discours célèbre à Tizi Ouzou, que tant qu'il serait au pouvoir, jamais le berbère ne serait introduit dans la Constitution. Ce sont des propos publics qui ont été tenus devant des dizaines de milliers de personnes, en particulier à Tizi Ouzou. Avec cette idée, d'ailleurs, cette précision que, de toute façon, introduire le berbère dans la Constitution était une affaire très grave, et qui supposait un référendum populaire. Et que, de toute façon, il n'y aurait pas d'introduction de Tamazight dans la Constitution sans référendum. De façon implicite, sans soumettre cette question à l'ensemble du peuple algérien, et donc en ayant de fortes chances que la proposition soit rejetée, puisque la majorité du peuple algérien est arabophone et probablement pas tellement favorable à l'introduction de Tamazight dans la Constitution. Eh bien, malgré ces déclarations publiques du président de la République, la crise politique de 2001-2002 a été tellement grave, tellement importante, qu'il a été obligé de faire un pas en arrière et d'engager lui-même le processus de modification constitutionnelle, non pas par voie référendaire, mais par voie parlementaire. Puisque dans la constitution algérienne, comme en France d'ailleurs, les modifications constitutionnelles peuvent être apportées soit par voie parlementaire, ce qu'on appelle ici le Congrès, le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en Congrès, soit par référendum. Mais il a non seulement sur le principe, au fond, changé de position, mais adopté une démarche autre que celle qu'il avait posée comme impérative le référendum. Il était évidemment plus facile au président de la République de faire adopter par un Parlement où ses soutiens étaient majoritaires, de faire adopter une modification constitutionnelle que de passer par un référendum. Donc en Algérie, c'est tout à fait clair. Il s'agit toujours, et dans tous les cas, d'une réaction à une pression de nature variable, qui peut être pacifique mais très forte, comme le boycott scolaire de 1995, qui peut être extrêmement dure et violente, comme l'a été la répression des années 2001-2002. Si on va de l'autre côté, c'est une situation radicalement différente, avec toutes les nuances nécessaires. On a quand même globalement depuis 1995, même s'il y a une pression associative, même s'il y a un tissu associatif berbère marocain dynamique et ancien, qui a pris des positions, qui a même élaboré une doctrine depuis les années 80-90 avec les réunions de l'université d'été d'Agadir, la charte d'Agadir, etc. Il y a même une doctrine du mouvement associatif berbère au Maroc, qui est déjà ancienne. Il n'empêche qu'il n'y a pas de mouvement social de l'ampleur de celui qu'on a pu constater en Kabylie. Il n'y a pas en particulier de mobilisation dans le monde rural au Maroc. Y compris d'ailleurs dans les manifestations de l'an dernier, du début de l'année de février 2011,
on voit bien que même s'il y a la revendication de la Mazire était présente, c'est un phénomène qui est quand même lié essentiellement à une militance associative urbaine, à des milieux intellectuels. Il n'y a pas de mobilisation de masse, et surtout pas d'affrontement sur cette question-là, en dehors de cas très précis, très particuliers, très localisés. Il n'y a pas, je dirais, de phénomène comparable à un boycott scolaire de 6 mois ou 125 morts autour de cette question. Donc on est quand même dans une situation au Maroc où on a globalement, toutes les nuances qui s'imposent, le sentiment que c'est la monarchie qui a l'initiative. C'est le cas en 1994 avec le premier discours de Hassan II, c'est le cas pour la création de l'IRCAM en 2001, et c'est le cas, je dirais même avant, dans des textes intermédiaires, et c'est le cas, à mon avis, aussi pour la reconnaissance comme la seconde langue officielle dans la Constitution de 2011. Je dirais que la monarchie, l'État marocain n'est pas soumis, ne réagit pas à une pression de masse. Il y a une pression, il y a une revendication, mais elle n'a pas l'ampleur et la virulence qu'elle a eu en Kabylie. Je pense qu'on peut dire que la monarchie marocaine a toujours eu l'initiative. On le voit d'ailleurs très très bien dans cette notion d'officialité, de ce caractère de langue officielle qui, au fond, a pris de court un peu tout le monde. On se serait plutôt attendu à ce que l'État marocain s'aligne un peu sur la position algérienne, langue nationale. Or là, on est allé plus loin et sans qu'il existe une pression sociale, je dirais, en tout cas explicite, constituée, etc., avec d'énormes manifestations populaires, y compris en milieu rural, etc. C'est, je crois, la différence fondamentale entre l'Algérie et le Maroc. Il y a des tissus associatifs, des tissus militants qui sont relativement comparables, mais en Algérie, pour ce qui est de la Kabylie, il y a véritablement un enracinement populaire, alors qu'au Maroc, la mobilisation dans le monde rural est quand même très très limitée, très ponctuelle. Donc là, c'est peut-être une différence absolument fondamentale. Je dirais, mon hypothèse, si vous voulez, c'est qu'en Algérie, l'État réagit à une pression. Au Maroc, il anticipe une pression potentielle. Il anticipe, il neutralise, il a, je pense que ça manifeste d'ailleurs une certaine intelligence politique, une certaine capacité d'anticipation politique assez remarquable de la monarchie marocaine d'ailleurs, qui s'inscrit d'ailleurs dans les évolutions sensibles depuis l'avènement du nouveau roi. Mais enfin qui était déjà prévisible, puisque Hassan II, ça remonte à 1994. Je dirais qu'on a un peu, pour parler d'un point de vue d'observateur, on a un peu l'impression que l'État marocain, instruit par l'exemple algérien, devance les revendications berbères en proposant lui-même des éléments d'ouverture, ce qui lui permet évidemment de contrôler, de neutraliser, d'intégrer beaucoup plus facilement ce terrain. Alors, bien entendu, ces questions de comparaison de gestion politique entre les pays, on ne peut pas faire l'économie, mais c'est un très vaste débat qui nous entraînerait trop loin. C'est un trop vaste débat. On ne peut pas faire l'économie de l'examen du contexte politique local, régional et international. Il est évident qu'il y a des déterminations lourdes. Dans les deux pays, c'est un autre élément de convergence. Je reviens à une convergence. On peut faire l'hypothèse, et on a plus que des éléments, je dirais, c'est une analyse, c'est plus qu'une hypothèse,
que l'un des paramètres de cette ouverture à Tamazirt, c'est évidemment l'évolution régionale et la poussée islamiste. C'est tout à fait clair en Algérie, c'est peut-être plus discret au Maroc, mais il est évident que la force, un des dangers principaux pour les États en place depuis les années 80-90, c'est quand même l'islamisme radical. On en a fait la dure expérience en Algérie, et donc les États en place, dans une logique politique parfaitement normale, je dirais, ont cherché à ne pas avoir tout le monde contre eux, et donc à ne pas cristalliser des oppositions multiples, et donc considérant le danger islamiste comme le danger principal, ont probablement, de façon très explicite en Algérie, de façon plus discrète sans doute au Maroc, je dirais, donner du grain à moudre, comme on dit, aux Berbères, pour éviter la cristallisation d'un autre front d'opposition, ou d'un autre front de tension. C'est tout à fait clair en Algérie, ça à partir de 91-92, et ça continue. Ça l'est sans doute, c'est un facteur, un paramètre important au Maroc, même s'il est moins visible. Au fond, pour parler très très simplement, les Berbères peuvent servir de contrepoids à la poussée islamiste des Berbères et d'autres choses, et d'autres forces. Au fond, les régimes en place ont intérêt à ne pas avoir tout le monde contre eux, et donc il faut bien lâcher vis-à-vis de certaines forces. Donc, mais il y a des considérations géopolitiques, on le voit très bien dans le cas du Maroc. Il est très probable que les avancées de 2011 au Maroc sont aussi un contre-coup de ce qu'on a appelé les printemps arabes. Il est très probable qu'après tout, ces mouvements de contestation et de remise en cause des régimes en place ont touché, ont commencé au Maghreb, c'est quand même la Tunisie et la Libye, donc c'est pas très loin. Et il est assez probable que la monarchie marocaine ait, je dirais, là aussi, anticipé et engagé un processus d'ouverture et un processus réformateur peut-être qui allait plus loin que ce qu'il aurait pu être s'il n'y avait pas eu la Libye, la Tunisie par exemple, et l'Égypte. Au fond, je pense qu'on revient toujours à cette idée, bon, je ne suis pas le seul à cette hypothèse, que la monarchie marocaine a quand même une gestion politique très anticipatrice de beaucoup de points de tension. Donc, mais ça, c'est un vaste débat de politique générale, de géopolitique, sur lequel on pourra revenir dans la discussion, mais il ne faut pas le négliger. Il est clair que ces évolutions, ces assouplissements ne peuvent pas se comprendre sans référence à ce contexte de politique générale. Alors maintenant, ce sera le dernier point que j'aborderai, si vous voulez, on a vu des convergences, des éléments de divergence et de convergence entre les deux pays. Au fond, quel est l'impact, quel peut être l'impact de ces reconnaissances constitutionnelles ? Et surtout, je dirais, du dernier acte, c'est-à-dire cette intégration comme langue officielle par le Maroc. Alors, il est vrai, je crois que c'est vraiment un événement majeur et nouveau, qui ouvre une phase tout à fait nouvelle, dont les effets sont encore difficiles à prévoir dans le détail, mais qui probablement seront très importants. Parce que si on revient un petit peu en arrière, l'ouverture constitutionnelle algérienne, comme je l'ai dit, a été une réaction à une pression, mais on voit très bien que l'État algérien, au fond, s'est toujours arc-bouté pour accorder le minimum et pour vider de presque toute substance ces éléments de reconnaissance, en tout cas pour les limiter au maximum. D'où la reconnaissance simplement comme élément du patrimoine national, d'où le fait que l'enseignement est simplement facultatif,
D'où le fait beaucoup plus grave, c'est qu'en même temps qu'on introduisait Tamazight comme langue nationale dans la Constitution, tous les textes de loi votés depuis, y compris d'ailleurs la réactivation de la fameuse loi de 91, réactivée le 5 juillet de 98, qui est toujours en vigueur, qui est une loi linguistique ultra répressive. Vous savez qu'officiellement, la loi algérienne, la loi n'a jamais été abrogée, elle a été même réactivée, elle a été votée une première fois par l'Assemblée nationale en 1991 et gelée pendant toute la période d'interrègne, etc., et réactivée et repromulguée en 98, cette loi linguistique est sans doute l'une des lois linguistiques les plus répressives au monde. C'est un cas d'espèce qui est peu connu, mais que les sociolinguistes gagneraient à étudier de près. C'est un cas assez exceptionnel. Au fond, cette loi, ce qui régit l'Algérie, même si ça n'est pas appliqué, mais la référence juridique, elle est là, cette loi de 98, c'est tout usage public d'une autre, public, pas officiel, je dis bien public, pas officiel, tout usage public d'une autre langue que l'arabe est puni par la loi, point. Tout est interdit. Les textes sont très amusants à lire, y compris la publicité, y compris la vie associative, y compris tout est interdit et puni pénalement, d'amende, etc. Mais on peut dire c'est du folklore, n'empêche que c'est la loi, qu'elle est toujours en vigueur. Mais surtout quand on regarde de près ce qui s'est passé depuis 2002, en même temps qu'on a fait voter le Parlement pour intégrer le berbère, on a depuis 2002 jusqu'en 2008, toute une série de lois concernant la langue qui sont toujours dans le sens de la réaffirmation du caractère exclusif de l'arabe. C'est le nouveau code de procédure pénale, civile, pardon, excusez-moi, le nouveau code de procédure civile, c'est 2005 2008. 2008 ou 2005 2005. Qui stipule expressément que tout acte juridique est nul et non avenu s'il n'est pas fait en langue arabe, y compris les plaidoiries, y compris etc. Ce qui veut dire que, vous voyez, le genre de contradiction, le berbère est langue nationale, mais vous n'avez pas le droit de faire votre déposition devant le tribunal en langue berbère. C'est assez curieux. En tout cas, c'est ce que dit la loi. Les faits, c'est autre chose. Les faits sont têtus, les réalités sont têtues. C'est ce que dit la loi. Donc le code de procédure civile, qui est tout à fait catégorique là-dessus, il y a tout acte fait en une autre langue que l'arabe est nul et non avenu. C'est le cas aussi du décret portant concernant l'enseignement privé, qui date de 2005, puisque vous savez que jusque-là, depuis un décret de 1974, l'État en Algérie avait le monopole absolu de l'éducation et de l'enseignement. Donc les écoles privées ne sont légales, il en existait de fait depuis pas mal d'années, mais enfin c'était une tolérance. Le seul base légale date de 2005. Ce décret est tout à fait clair. Toutes les matières doivent être enseignées exclusivement en langue arabe, point final, y compris donc dans le privé. Vous n'avez pas, la loi algérienne ne vous autorise pas à créer une école privée de langue berbère, ce que vous pouvez faire en France. Vous avez les écoles d'Iwan, par exemple, qui sont des écoles à immersion bretonne. Donc, quand on regarde le détail des outils juridiques de l'Algérie, pas depuis l'indépendance, mais depuis 2002, depuis qu'on a reconnu le berbère comme langue nationale, au fond, tous les outils juridiques vont dans le sens de la réaffirmation têtue et tenace du caractère exclusif de l'arabe. Donc on est vraiment, on voit bien, ce sont des données quand même, leur objectif, c'est pas de l'interprétation,
on voit bien quand même qu'on n'est que l'État algérien, dans ses bases les plus fondamentales, demeure arc-bouté sur l'affirmation du caractère exclusif de l'arabe, et au fond, le berbère n'est apparu qu'il ne s'est imposé finalement que par la force, que dans le cadre d'un rapport de force, et comme une tolérance. Comme le montre très bien aussi un autre aspect qui est peu souligné. En fait, l'Algérie a adopté une stratégie politique d'enquistement de la question berbère en Kabylie, point final. Enquistement, donc on tolère en Kabylie, mais c'est langue nationale, mais l'enseignement n'est pas obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est assez curieux d'affirmer le caractère national de quelque chose et en même temps de le maintenir dans une situation de marginalité très grande. Il est strictement limité à la Kabylie, cet enseignement. On le voit très bien d'ailleurs symboliquement dans d'autres phénomènes. On affirme d'une part que la mazirte est langue nationale, mais les trois départements de langue et culture amazigh qui existent sont dans les 3 universités qui sont en Kabylie. Tizi Ouzou, Gaïs, on n'a pas le département de langue et culture amazigh à Alger, ce qui est d'autant plus paradoxal, comme vous le savez, jusqu'en 62, la chaire de berbère était à l'université d'Alger, et pas à Tizi Ouzou, donc on voit bien, si vous voulez, il y a des tas de petits de faits très lourds, juridiques, comme ce que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi des détails symboliques qui montrent bien que même cette notion de langue nationale est vide de tout contenu en réalité. L'État algérien a eu une série de crises depuis 80 en Kabylie. On a enquisté et lâché un certain nombre de choses pour cette région, en évitant soigneusement, en prenant toutes les mesures juridiques pour contenir et réaffirmer le caractère exclusif de l'arabe comme langue de l'État, comme langue de l'usage public, etc. Et au fond, on a là un kyste gênant, mais qu'on a un petit peu isolé, sans lui donner évidemment les moyens d'aller au-delà de cette petite reconnaissance. En revanche, la modification constitutionnelle marocaine, et là aussi, j'ai été très prudent tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait que d'emblée, il y avait des garde-fous, en particulier avec cette annonce dans la Constitution d'une loi organique qui définira les conditions de cette officialité de Tamazight. Bon. Mais enfin, il n'empêche que le berbère est langue officielle désormais dans la Constitution marocaine. Même si c'est une langue officielle à venir, même si on va voir exactement comment elle va devenir officielle, il n'empêche que symboliquement, c'est la langue officielle de l'État. Même si ce n'est pas une réalité. Et langue officielle de l'État, ça veut dire langue d'expression de l'État. Ce qui veut dire qu'à terme, que l'État marocain le veuille ou non, il sera confronté à une demande, à une pression pour la concrétisation de cette reconnaissance, cette officialité qui pour l'instant n'est que symbolique, mais qui ne peut pas ne pas susciter une demande sociale forte pour sa concrétisation. Et on ne pourra pas faire avaler, je pense, un jour ou l'autre aux berbères marocains que leur langue est officielle, mais moins officielle que l'arabe. Si vous dites dans la Constitution que l'arabe est langue officielle, le berbère est aussi langue officielle, un jour ou l'autre, vous aurez nécessairement un mouvement, ça produira des effets, le symbole produira des effets, et les berbérophones vous diront, donc on veut une administration, si c'est la langue de l'État, on veut une administration en berbère.
on veut pouvoir plaider en berbère. Et comme vous le savez, ça s'est déjà produit. Une députée marocaine a décidé de n'intervenir à l'Assemblée nationale qu'en berbère. Point. Hein. Et c'est inéluctable. Je veux dire que vous ne pouvez pas affirmer une chose, un texte aussi fondamental, aussi définitoire que la Constitution, et penser que ça n'aura pas d'incidence. Je veux dire que, bon, inéluctablement, au fond, même si ça peut prendre du temps, même si, je dirais, il n'y a pas d'automatisme comme ça, on aura une revendication pour la concrétisation de cette officialité avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire un bilinguisme institutionnel généralisé. Les situations où le juge pouvait dire à monsieur, allez, vous parlez pas en berbère, vous faites votre déposition en arabe, ne seront plus possibles, y compris juridiquement. Puisque la Constitution, et ce que je crois, c'est que non seulement ça va avoir des effets, bon, ça prendra quelques années probablement, mais ça va avoir des effets très lourds au Maroc, mais nécessairement en Algérie. Puisque on ne voit pas comment, alors que la revendication d'un statut d'officier, de langue officielle, elle a au moins 25 ans en Algérie. Hein. C'est une demande permanente du mouvement de revendicatif berbère en Algérie. La reconnaissance comme langue nationale et officielle sur le même plan que l'arabe, c'est une réalité, c'est une demande, pas tout à fait en 80, mais très vite après 80, elle est apparue, hein, elle a été reprise dès 90 à grande échelle, hein, toutes les forces berbères, kabyles, ont toujours demandé la reconnaissance comme sur un même plan, sur un plan d'égalité avec l'arabe. Il est évident que le fait que le Maroc reconnaisse ce statut d'officialité produira donc des effets internes au Maroc et par ricochet nécessairement en Algérie, et ne peut qu'obliger d'une façon ou d'une autre, et dans des conditions évidemment on va prévoir l'avenir exact, hein, l'Algérie à aller dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens d'une co-officialité en réalité des deux langues. Et comme je vous le disais, on ne voit pas comment on pourrait faire aller à terme que l'arabe et le berbère seraient langues officielles, mais que l'une serait plus officielle que l'autre. Je veux dire que ça n'est pas tenable, ni symboliquement, ni même juridiquement. Hein. On voit donc qu'en réalité... Alors la question politologique qui se pose, c'est de savoir est-ce que l'État marocain savait exactement ce qu'il faisait en prenant cette décision. Je n'en suis pas sûr, hein. Moi, je ne suis pas dans les arcanes du pouvoir marocain, mais c'est quand même une décision porteuse de modifications très profondes dans la configuration de l'Afrique du Nord. Quand vous introduisez cette notion d'officialité du berbère, vous produisez à terme le principe de l'égalité, hein, entre les deux langues. Il me semble absolument inéluctable, même si, une fois de plus, ça peut prendre un certain nombre d'années, mais ça va cristalliser et ça va... Vu ce que j'ai dit antérieurement sur la capacité d'anticipation et l'intelligence politique de la monarchie marocaine, je doute qu'il l'ait fait sans savoir, sans percevoir ce que ça allait signifier. Ça veut dire que vous aurez demain des berbérophones marocains qui vous diront ma langue est officielle, moi je veux que mes enfants ils aient un enseignement bilingue à égalité entre l'arabe et les amazirs. Hein. Et à la limite, ils pourront aller devant les tribunaux pour l'obtenir. Même si, évidemment, il faut qu'il y ait de la cristallisation sociale derrière, hein, c'est évident, mais il crée une brèche dans laquelle les forces sociales vont nécessairement s'engouffrer. Hein.
vont nécessairement s'engouffrer à une vitesse qu'il est difficile de prévoir. Alors, vu ce que j'ai dit donc je crois être l'intelligence politique et la capacité d'anticipation de la monarchie marocaine, on peut difficilement penser que la monarchie marocaine ait lancé cette idée de langue officielle pour Tamazir sans avoir la pleine conscience de ce que ça allait entraîner dans 5 ans, dans 10 ans. Hein? C'est-à-dire qu'on peut se demander si, au fond, dans cette affaire, au niveau politique, j'entends au niveau de l'horizon politique, hein, la monarchie marocaine n'a pas fait un choix qui signifie simplement qu'elle a acté la fin du Maghreb arabe, tout simplement. Hein? Au fond, cette idée, cette introduction du caractère officiel au Maroc de la langue berbère implique nécessairement qu'on ait renoncé à l'horizon du Maghreb arabe, hein, et à la référence arabe exclusive. On est déjà, qu'on le veuille ou non, dans un contexte qui est celui d'un Maghreb arabo-berbère, en quelque sorte. Et à terme, on peut faire l'hypothèse, parce que ces phénomènes de prise de conscience culturelle, linguistique, identitaire ne sont pas des phénomènes qui vont se tarir. Hein. La berbérophonie demeure une force puissante. L'éveil des consciences est une donnée désormais acquise partout. Non seulement dans les pays berbérophones, mais à l'échelle mondiale quand même. Hein. La notion de droit des minorités, des droits, etc., c'est quand même quelque chose qui ne va pas en reculant, qui va plutôt en avançant. Au fond, non seulement on peut se demander si, en introduisant le berbère comme langue officielle, même potentielle, même future, dans la Constitution, le Maroc n'a pas non seulement acté la fin du Maghreb arabe, prenant d'ailleurs, au fond, d'une certaine façon, reconnaissant une situation de facto à l'échelle générale de ce qu'on appelle le monde arabe. Hein. Il est clair que l'arabisme, que le panarabisme est un horizon politique fini. Hein. Ça ne veut pas dire que les arabistes ne sont pas encore puissants et n'existent pas de façon très importante et décisive dans les appareils d'État algériens, marocains, etc. C'est pas le problème. Hein. Mais en tout cas, comme horizon politique des États, on peut se demander si ce n'est pas une façon d'acter cette fin du Maghreb arabe et de l'arabisme, et si cette reconnaissance comme langue officielle n'est pas porteuse à terme, mais là aussi ça dépendra de la mobilisation des forces sociales, de la cristallisation au fond des forces berbères dans les différents pays, à terme d'une Afrique du Nord arabe et berbère, et non pas arabo-berbère comme on est actuellement dans cette, je dirais, dans cette conception encore patrimoniale, hein, le berbère faisant partie d'un patrimoine commun, hein, qui serait commun à l'ensemble, mais au fond, si on n'est pas en train de s'engager dans quelque chose qui va reconfigurer propre, et bien entendu en fonction de la mobilisation des forces sociales, hein, c'est ça qui sera de toute façon décisif, au fond dans le début d'un changement en profondeur, et quelles que soient les résistances qu'on peut rencontrer en Algérie ou ici ou là ou au Maroc, etc., si au fond on n'est pas dans la fin d'une époque et le début d'une autre qui sera sans doute infiniment, je dirais, plus favorable, hein, au maintien, à la survie, au développement de la berbérité, de la langue berbère. Voilà, hein, je crois vous avoir dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc,
on est, je dirais, avec cette modification constitutionnelle de 2011 au Maroc, je crois, sans exagérer, dans une situation tout à fait nouvelle et qui prend un peu, qui nous ouvre, qui est une porte sur un inconnu, sur probablement des modifications des rapports de force, sur ces questions culturelles, sur ces questions linguistiques, avec évidemment beaucoup de points d'interrogation, mais je crois quand même des choses qui me semblent désormais assurées, à savoir qu'on ne pourra pas nier la légitimité de Tamazight dans son territoire historique. Je vous remercie.